parler des dates, je pense que pour avril, mai et peut-être même juin, je ferai les 3 mois. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous préparer, savoir quand il y aura les cours. Et puis, comme on le disait, en effet, pour les définitions, les manuels qu'on utilise, c'est ce que souvent font les vrais enseignants, comme, comme les Geshe, etc., qui conseillent, comme Venerable Geshe Dakpala à Paris, qui conseillent de comparer plusieurs manuels, ouais, pour voir ces définitions. Et aussi, un point important, c'est que ces cours qui sont là entre nous, ça n'appartient pas proprement dit à la FPMT. Donc c'est pourquoi on peut se permettre aussi de donner des définitions qui n'appartiennent pas à Serradje, d'où sur lesquelles s'appuie la FPMT en général. Ce sont différents types de définitions. Parfois, ça correspond à ce que dira la FPMT. Parfois, ce sera d'autres collèges d'études comme Jepung Gomang, etc., etc. Ouais, donc c'est normal si vous ne retrouvez pas toujours exactement les mêmes définitions d'un manuel à l'autre. C'est ce que dit aussi sa sainteté. On conseille souvent aux moines des grands monastères de ne pas se cantonner à leur manuel d'études, oui, composé par les maîtres qui étaient issus de leur monastère, mais d'élargir un petit peu leur connaissance par rapport à d'autres manuels. Ouais, c'est important. Et même parfois, sa sainteté dit, il est vraiment dommage que on ne se cantonne qu'à ces manuels sans même étudier ce que disent les maîtres comme Lama Tsongkhapa, Kedubje, Gyaltsabje, etc. Donc là, on a la chance en plus d'avoir des textes en anglais, par exemple Freedom Through Correct Knowing, oui, traduit par Venerable Geshe Namdak et Venerable Geshe Letsok. Et donc c'est en anglais et c'est une bonne partie d'un texte de Kedubje sur le pramana, sur l'épistémologie. Donc c'est intéressant, ouais, ça peut un peu enrichir nos réunions. Ok, donc la dernière fois, on a parlé de quoi alors? Perception yogique. Oui, bravo, les perceptions directes yogiques. Excellent. Et donc, est-ce que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit quand on parle d'une perception directe yogique? À peu près. Ok. Oui, alors c'est quoi? Attends, excuse-moi, tu enregistres là? Oui, D'accord. ouais, fallait pas. Si, si, si. Non, non, c'est parce que je voyais pas le signal. Ok. Salut Sabine, bienvenue. Et donc, bah voilà, Sabine, pendant que tu es là, c'était quoi la définition d'une perception directe yogique? C'est une auto, c'est une elle est valide, elle est comment dire, elle est liée à un samadhi. Oui. Dans le continuum d'Anaria. Oui. Voilà. Et non consensuel et non erroné, voilà. Oui, waouh. Ok, Le continuum d'un être noble. exactement, bravo, tout ça de tête, bravo, c'est super. Donc en effet, alors elle n'est pas nécessairement valide, c'est ça qu'on verra justement, elle peut être divisée en combien? Ah oui, 3. 2, 2. Deux. Subséquent. Oui, soit valide, soit subséquente, bravo, exactement. Tout à fait, c'est magnifique, vous suivez parfaitement. Très bien, et donc on avait donné la définition ici donnée par Geshe Jambal Sampel, et aussi on avait, je crois, vu la définition donnée par Yonzin Purbuchok. Ouais. Donc c'est là où justement il va y avoir des débats par rapport à ça, et donc nous sommes à la page 97. Exact. C'est ça, hein? Oui. Ok, et donc on avait dit, ok, donc on avait vu la définition, on pourra la redonner d'ailleurs, hein, la définition ici d'une perception directe yogique est une cognition transcendante, non conceptuelle et non erronée, donc normalement on devrait dire libre de conceptualisation et non erronée, ouais, pour être consistant avec ce qu'on avait vu au début, dans le continuum d'un arya, produite par une absorption méditative, donc un samadhi, qui est l'union de shamatha et de vipassana, et qui est devenu sa propre condition dominante non commune. Donc ce samadhi est devenu la condition dominante non commune de cette perception directe yogique. Donc en sanskrit et en tibétain, le G est toujours à 100% guttural. Ouais, on ne dit jamais gic, ouais, comme dans logique, le G est toujours guttural, donc c'est pourquoi on peut se passer de mettre un U. Et donc ici, il y a bien marqué yogique sans mettre un U. Oui, Sabine?
Excuse-moi, pourquoi on dit non commune? Je ne comprends pas. Ça fait Oui. plusieurs fois que ça m'interpelle. Oui, parce que parfois, on pourrait débattre là-dessus en disant que, par exemple, pour la langue, ce qui se trouve dans la langue, c'est une condition dominante spécifique ou non commune pour la conscience gustative. Ouais. Ça veut dire que, en dépendance des particules qui se trouvent dans la langue, etc., on va avoir une conscience gustative d'une saveur. Ouais. Mais la langue pourrait très bien être aussi une condition dominante commune, dans le sens où elle peut permettre aussi une conscience auditive. Par exemple, là, je suis en train d'utiliser ma langue et pour vous parler, et donc vous avez une conscience auditive en dépendance de ma langue. Donc ça veut dire, et moi aussi d'ailleurs, j'entends ma propre voix, hélas. Et donc, euh, et donc, cette langue est une condition dominante spécifique ou non commune pour une conscience tactile, mais elle sera une condition dominante commune pour une conscience auditive. Mm. Ouais, parce qu'elle permet un son, une phrase, etc., qui sera entendu par une conscience auditive, ouais. Alors que le bruit d'un téléphone qui sonne ne sera pas une condition dominante non commune d'une saveur, d'une conscience euh, gustative, ouais. Ok, ah, ouais, c'est plus clair? Oui, Ouais, merci. super. Très bien, très bien, très bien. Ok. Et donc, ici, en effet, on pourrait, comme on l'a dit la dernière fois, donner une définition plus fluide en disant, en reformulant un petit peu le tibétain, mais ça, enfin, pas le tibétain, mais le français à partir du tibétain, ouais. Donc ça, c'est pas très grave. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Yonzin Bulbuchak pose la définition un peu différemment, une hétérocognition libre de conceptualisation et non erronée dans le continuum d'un narya, produite en dépendance d'un samadhi, qui est l'union du shamatha et du vipassana, qui est devenu sa propre condition dominante non commune. Donc, ce qui va faire la différence, c'est est-ce qu'on parle d'hétérocognition, ouais, ou est-ce qu'on parle simplement d'une cognition transcendante, ouais. Et donc, en effet, ici, quand on parle d'une cognition transcendante, en fait, en tibétain, c'est juste Khenpa. Ouais, c'est juste un terme honorifique pour Shepa ou Namche ou Rigpa, etc. Ouais. C'est juste un terme honorifique. Donc, ça veut dire qu'à l'honorifique, on respecte les Aryas. Ouais, ça veut dire que à l'honorifique, on dira une sagesse transcendante, mais en fait, on pourrait juste dire une sagesse. Ouais. Ok. Et donc, ça peut être. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que aussi Kiemba est l'honorifique pour Yeshe. Oui. Et donc, Yeshe, c'est une sagesse transcendante, en effet. Oui. Ouais. Donc, c'est pourquoi Kiemba peut être l'honorifique simplement pour une cognition ou pour une cognition transcendante. Et là, il s'agit bien d'une cognition transcendante, puisqu'il s'agit d'une cognition dans le continuum d'un Arya, ouais, quelqu'un qui transcende le monde, ouais, par sa perception directe de la réalité. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ok, bravo, waouh, 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 c'est magnifique, magnifique. Ok. Et donc en effet, oui, Yonzin Purbuchok dira, comment est-ce qu'il dira ça? Il va formuler Shenrig gi Kemba. Ouais, il dira Shenrig gi Kemba. Et donc il dira en effet une sagesse hétérocognitive. Ouais. Ok. Alors qu'ici, chez Geshe Jampel Sambel, il va juste dire Yeshe ou Kemba. Ouais, il dira pas Shenrik. Ouais, il parlera pas d'une hétérocognition. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que Yonzin Purbuchok parle d'hétérocognition? C'est là où on va voir l'explication. Il substitue hétérocognition à cognition transcendante, la raison qui le prouve à spécifier pardon, la raison qui le pousse à spécifier une hétérocognition est le problème que pose la perception directe autocognitive, faisant l'expérience d'une perception directe yogique. Voyons cela de plus près. Oh, oh, oh. Ok, on va se régaler. Ouais, vous vous souvenez que n'importe quelle conscience chez les Sautrantika a une autocognition, ouais. Oui. Ok, très bien. Et donc ça veut dire qu'une conscience visuelle a une hétérocognition qui fait l'expérience de cette conscience visuelle, une conscience auditive aussi, etc., jusqu'aux cognitions directes yogiques. Elles aussi, elles ont une autocognition qui fait l'expérience de cette perception directe yogique. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que ces autocognitions seraient elles-mêmes des perceptions yogiques? C'est le souvenir de la perception yogique. Alors on dira que le souvenir est conceptuel.
Ouais, le souvenir est nécessairement conceptuel, c'est une cognition subséquente. Ouais. D'accord. Mais ce qui permet le souvenir, c'est qu'au moment où il y a la perception yogique, il y a l'autocognition qui en fait l'expérience. Ouais. Et cette autocognition est nécessairement libre de conceptualisation. Donc ce n'est pas un souvenir. Ouais. D'accord, Oui. d'accord. Donc elle serait yogique aussi. Ah, c'est ça que pose le problème. C'est ça que Oui. pose la question de cette définition. Oui. Ça voudrait dire qu'en même temps qu'il est en samadhi, il se perçoit. C'est quand même beaucoup, quand même. On peut tout faire, tu sais. Oui, il faut que les yogis ou les aryas soient des femmes. Seules les J'ai pas femmes dit peuvent ça, faire non, plusieurs non, choses j'ai en pas dit même ça, temps. mais C'est ça. si Oui. vraiment tu es dans le calme mental et que, ben, je pense pas, moi, tu dois être vraiment tellement concentré que, enfin, je sais pas, non, Donc, Oui. elle est inattentive. Alors, peut-être. Non, mais alors ça c'est intéressant. Ouais, ça veut dire que on pourrait se dire, ok, qu'une autocognition, comme vous le savez, n'importe quelle autocognition peut être divisée en combien? 3. En trois. Elle peut être soit une cognition valide, soit une cognition subséquente, soit une cognition inattentive. Ouais. Ok, très bien. Et donc, pour qu'elle soit une cognition inattentive, on avait dit la dernière fois, soit il faut qu'elle fasse l'expérience d'une cognition inattentive elle-même, ouais, soit elle pourrait faire, pourquoi pas, l'expérience d'une cognition valide, mais elle, rester inattentive. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'autocognition, elle est automatique. Contrairement aux antibiotiques, elle est automatique. Ça veut dire que vous n'avez pas d'effort à faire. C'est pas comme la vigilance, oui, ou l'introspection. Là, oui, il faut faire un effort pour être vigilant quand on médite, etc. Mais l'autocognition, c'est automatique. C'est comme un papier carbone. Ouais, vous n'avez pas d'effort à faire pour écrire sur la deuxième page en dessous. Ça se fait automatiquement dès l'instant où vous écrivez sur la première page au-dessus. Ouais. Et donc, l'autocognition, elle se passe toute seule. Donc, ça veut dire que le yogi peut très bien être en samadhi sur le non-soi, etc. Et son autocognition, elle fonctionne toute seule. Alors, est-ce qu'elle Est-ce est que, spécifiquement de la même nature que la cognition qui la provoque, entre guillemets, ou qui la... Alors oui, en effet, c'est là où se pose la question. Ça veut dire que si on dit qu'elle est d'une même nature que la conscience dont elle fait l'expérience, comment est-ce que ici, Geshe Jampel Sampel, dans une page ou deux, dans la page suivante, dans deux pages, va dire que les cognitions, les autocognitions et les perceptions yogiques sont des cognitions mentales. Ouais, ça pose question parce que vous avez une conscience visuelle qui Ouais. appréhende du bleu et vous avez une autocognition qui fait l'expérience de cette conscience visuelle. Ça veut dire que cette autocognition qui fait l'expérience d'une conscience sensorielle serait une conscience mentale. Ouais. Ça pose est-ce qu'elle question. a sa propre conscience, l'autocognition? Elle a son propre continuum d'une certaine manière, mais elle dépend nécessairement de la conscience dont elle fait l'expérience. C'est ça qui est intéressant, c'est ce que va dire la Rinpoche, c'est que par exemple, vous avez une tasse et son impermanence. Ouais. Une tasse et son impermanence. Vous avez, par exemple, le potier. Le potier va produire la tasse en terre cuite. Ouais. Est-ce que le potier produit l'impermanence de la tasse? Non. Ça pose question. Ben, on se demande, oui. Ça pose question. Ouais. Puisque s'il produit la tasse, il produit la couleur de la tasse. Vous êtes d'accord? Mm. Il produit la densité de la tasse, il produit la forme de la tasse. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne produirait pas son impermanence? Donc, toutes les caractéristiques que le potier est en train de mettre, dont l'impermanence, il produirait alors. Oui, on pourrait dire que tout ce qui est d'une même substance simultanée avec cette tasse pourrait être en effet produite en dépendance de cette condition dominante qui est le potier. Mm. Pourquoi pas? Ouais. Et donc ça va nous aider à comprendre ce que va dire la Rinpoche là. Ouais. Ok. Très bien. Donc, il substitue hétérocognition à cognition transcendante. La raison, bon, ça on l'a vu. Ok. Une cognition directe, autocognitive, ouais, ou aperceptive, comme vous voulez, ça revient à la même chose, faisant l'expérience d'une perception directe yogique, et cette perception yogique elle-même sont établies en dépendance d'un même ensemble causal, comme la tasse et son impermanence. Mm. C'est un même ensemble causal qui va produire la tasse et son impermanence. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que vous avez le moment précédent de la tasse, ou on pourrait dire la terre cuite, la terre cuite, la terre cuite pas cuite, la terre qui aura servi à faire la terre cuite. Cette terre
c'est un ensemble causal. Ouais, elle a une couleur, elle a une densité, elle a une impermanence, etc. Et on pourrait dire que tout cet ensemble causal va produire la tasse en terre cuite. Hmm. Ouais. Et donc, en effet, c'est un ensemble causal qui engendre un ensemble d'effets, on pourrait dire d'une certaine manière. Ok, très bien. Cela signifie qu'elles sont une même substance simultanée. Ouais, cette phrase ici. Cela signifie qu'elles sont établies et demeurent comme une seule entité substantielle. Ça revient à dire qu'elles sont une même substance simultanée. Mhm. Est-ce que ça vous parle, le fait d'être une même substance simultanée? Ah oui. Mhm. Ouais, ça veut dire quoi? C'est des impermanents qui ne peuvent pas être perçus séparément Exactement, tout par à la, fait. par la même Perception. perception. Ouais. Exactement. Oui, Mais il y a une Fabien. différence entre même substance et même substance simultanée? Exactement. Et donc, c'est quoi la différence? 3 possibilités, 4 Est-ce- possibilités? Mais je sais pas. Parce que je croyais qu'une même substance était aussi des impermanents et perçue par une même type de perception sans être séparée. C'est pour ça que je Oui, comprends. c'est exactement ça. Ça veut dire qu'ici, en effet, Dominique a donné une partie de la réponse, en effet, de la définition, et simultané, ici, ils disent demeurent, sont établis et demeurent. Ouais, jubdechik en tibétain. Jubdechik, ça veut dire ils sont établis et demeurent en même temps. Ouais, et donc ça veut dire ils sont simultanés. Ouais, c'est comme ça que traduit Geshe Dreyfus, par exemple, dans Recognizing Reality, il me semble. Ouais, donc il dit simultané. Donc ça veut dire que déjà, il y a une différence entre être simultané et être une même substance. Et il y a une autre différence entre être une même substance et être une même substance simultanée. Hmm. Ok, donc c'est pourquoi on va voir tout ça ce soir pour les débats. On va reprendre ces bases de la philosophie bouddhiste pour aider à comprendre aussi l'Orik. Ouais. Par exemple, deux phénomènes qui sont simultanés. Par exemple, on pourrait dire que vous avez l'odeur de la fleur et la couleur de la fleur. Elles sont simultanées. Vous êtes d'accord? Hmm. Elles sont générées en même temps que la fleur. Et donc, elles sont simultanées. Elles sont établies et demeurent en même temps. Oui, en même temps que la fleur. Mais est-ce qu'elles sont une même substance? Mais non, parce que rien, Non. une fleur et une odeur. Parce que rien n'est une couleur et une odeur. Ouais. Et elles ne sont pas une même substance parce elles ne sont pas appréhendées par la même perception. Vous êtes d'accord? C'est ça. Ok, donc la couleur et l'odeur d'une fleur sont appréhendées par des perceptions différentes. L'odeur, c'est appréhendé par quoi? Par le nez, quoi. Hein. Voilà, la conscience olfactive. Et la couleur est appréhendée par la conscience visuelle. Donc nécessairement, elles sont appréhendées séparément. Elles apparaissent séparément. Donc ce sont des substances différentes. Ouais, mais elles restent simultanées. Pourquoi? Parce qu'elles sont produites par elles sont dans la même fleur qui produit sa couleur et sa. On pourrait dire, c'est pas la fleur qui produit sa couleur, mais la fleur qui est produite, sa couleur et son odeur sont produites en même temps. Donc elles sont simultanées, mais elles ne sont pas une même substance. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Maintenant, deux phénomènes qui sont une même substance, mais pas simultanés. Tu- La table et sa couleur, non? Oui, pardon, non. Si. Pourtant, c'est la même conscience, c'est la conscience visuelle. Alors, elles sont une même substance simultanée. Ouais. La table et sa couleur, ouais. Ok. Et la terre et le pot, enfin l'argile et le pot, c'est la même substance. L'argile, oui. Parce que même L'argile et substance, le pot. parce que c'est à un moment c'est de l'argile et puis après ça devient le pot, c'est pas simultané, mais c'est la même substance. Ok, donc on pourrait dire, Ou d'accord. un pot Oui, cassé, parce que le pot cassé, il est cassé et il est pot, et puis à un moment il est cassé, donc c'est plus la même substance. Enfin, c'est la même substance, mais plus simultanée, quoi. oui. Enfin, bref. Oui, on pourrait dire pot en terre et terre, ou pot en terre cuite et terre. Oui. Oui. Ou on pourrait dire pot en terre cuite et chose, ou pot et impermanent. Voilà, oui. D'accord. Ok. Oui, ça veut dire que quand vous avez une tasse et son impermanence ne peuvent pas apparaître séparément, vous êtes d'accord? Oui, c'est pas la Elles apparaissent et n'apparaissent pas séparément. Donc une tasse et son impermanence sont une même substance. Ouais, et une tasse et impermanent, la généralité impermanent sont aussi une même substance. Par contre, une tasse et
impermanents ne sont pas simultanés. Sinon, ça voudrait dire que la généralité impermanente serait produite en même temps que la tasse. Mais elle existait déjà avant la tasse. La généralité impermanente, ouais. Ou la généralité tasse. Ouais. La généralité tasse existait avant cette tasse. Ouais, toutes les tasses ne sont pas produites en même temps que cette tasse. Donc, tasse et impermanent sont une même substance, mais ne sont pas simultanés. Ouais, ça joue? C'est-à-dire que parce que simultané, ça veut dire elles doivent être établies en même temps et demeurer en même temps. Mais la généralité impermanent n'est pas établie en même temps que tasse. Elle existait avant tasse. Mais alors, tasse et son impermanence, c'est simultané Oui. et la même substance, c'est ça? Exactement, bravo. Une généralité et quelque chose de permanent et d'impermanent, donc dans ce cas-là, à chaque fois. Alors, Ouais. en fait, on prendrait une généralité et son instance. Ouais, la généralité doit exister avant son instance. Ouais. Mais là, il faut que ce soit une généralité impermanente, ouais, pour parler d'être une même substance, ouais. Et d'être établi aussi, ça veut dire être produit, ouais. Ouais. Être établi en même temps, etc., ça veut dire être produit, ouais. Donc on parle de généralité impermanente et de leurs instances impermanentes, exactement. Mais en effet, la table et son impermanence, par contre, oui, sont une même substance simultanée, parce que l'impermanence de la table n'existe pas avant la table elle-même. C'est ça. D'accord. Ouais. Bravo, donc on a trouvé ce qui est les deux, l'impermanence et la table et son impermanence sont une même substance simultanée. La table et impermanent sont une même substance, mais pas simultanée. Oui, la couleur de la table et l'odeur de la table sont des substances différentes, mais sont simultanées. Oui. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, une corne de lapin. Ouais, on pourrait dire ce qui n'est ni l'un ni l'autre, parmi les existants, on pourrait trouver ce qui est ni une même substance, ni simultané, c'est facile, ouais. On pourrait dire, ok, qu'est-ce que ça pourrait être? Table. Oui, table ou table et existant. Oui, de table. Ouais. Oui, bravo, excellent. Donc il y a bien 4 possibilités entre le fait d'être simultané et le fait d'être une même substance. Ouais. Ouais, ça vous parle? Donc on verra ce soir pour les débats, on en reparlera pour essayer de bien comprendre tout ça. Et entre être une même substance et être une même substance simultanée, combien de possibilités? Ben, c'est équivalent, hein, attends. C'est équivalent. Non, ça peut pas être équivalent, puisqu'on vient de dire que simultané. Je comprends. Oui, Qu'est-ce tout à fait. On vient de trouver 4 possibilités entre Oui, simultané Même et entité même substance. potentielle, ça veut dire qu'ils apparaissent simultanément et non séparément. Oui, Et impermanent. Impermanent oui. qui apparaît simultanément et non séparé. Alors c'est ça qu'il faut voir, c'est que être une même substance, ça ne veut pas dire que ça apparaisse, que ce soit établi simultanément. Ouais, par exemple, comme on l'a dit, table et impermanent sont une même substance parce que là où table apparaît, bah, impermanent apparaît nécessairement. Donc ils n'apparaissent pas séparément. Mais table et impermanent ne sont pas simultanés. Ouais. D'accord, oui. Ouais. Donc on pourrait dire que si c'est une même substance simultanée, comme son nom l'indique, c'est nécessairement une même substance. Voilà. Si c'est une même substance, c'est pas forcément simultané. Oui, donc ça donne. Ça donne 3 possibilités. Oui, bravo! C'est Et magnifique! Donc et on reviendra là-dessus tranquillement ce soir, avec des diapos, bien sûr, pour bien comprendre tout ça. Ouais, ce sera un petit peu plus facile avec les effets spéciaux. OK, très bien. Donc c'est là où il faut essayer de bien comprendre tout ça. OK, donc ici on parle plus de table et d'impermanent et cetera, on parle de choses un peu plus croustillantes, ouais. On parle d'une perception directe, heu, autocognitive. OK, qui fait l'expérience d'une perception directe yogique. OK. Et cette perception yogique elle-même sont non seulement une même substance, mais sont en plus simultanées. Oui, ça veut dire que vous avez la perception yogique qui appréhende le non-soi, et forcément, l'autocognition qui en fait l'expérience, bah, elle ne peut pas venir après. Elle ne peut pas venir avant. Elle doit venir en même temps. Ouais, très bien, OK. Et donc, ça veut dire qu'elles sont une même substance. Ça veut dire que quelqu'un de clairvoyant, un arya qui est clairvoyant, verrait la perception yogique de cette personne. Eh bien, la perception yogique et son autocognition apparaîtraient et n'apparaîtraient pas séparément.
Oui. Donc, elles sont une même substance. Ouais. Et elles sont en plus simultanées parce que, comme on l'a dit, l'une n'apparaît pas avant l'autre. Hmm. Ouais. Elles sont établies en même temps. Ça joue? Oui, ça va. Ok, waouh, oui, Bah, ça presque. ça veut dire que le continuum d'un aria n'est pas temporel. Alors, il est temporel. Bah, parce que si ça émerge de façon simultanée, Oui, euh, ouais, ah par oui, exemple. c'est peut-être la notion de simultanéité avec la temporalité qui me gêne un Oui, petit peu là. Ouais. ouais. Mm. Par exemple, quand on écrit sur un papier carbone, on écrit simultanément sur Ouais. sur deux papiers, ouais. Ouais, ça veut dire que l'écriture sur le papier de dessus n'arrive pas avant l'écriture sur le papier d'en dessous, n'arrive pas après non plus. Elles arrivent toutes les deux en même temps. Mm. Ouais. Hmm. Et donc, c'est le même principe ici avec l'autocognition qui fait l'expérience d'une perception yogique. C'est comme un papier carbone. Les deux se font en même temps. Hein, vous avez la perception Ouais. yogique qui appréhende le non-soi et l'autocognition qui en fait l'expérience qui vient en même temps. Hmm. Ouais, Oui. bravo. Et qui cesse en même temps, qui dure en même temps et qui cesse en même temps. Exactement. Ouais, vous n'auriez pas, après, imaginons que l'aria sorte de son absorption méditative, l'autocognition qui fait l'expérience de qui faisait l'expérience de cette perception directe, yogique, qu'est-ce qu'elle devient? Et il n'est plus là. Elle n'est plus là, elle cesse en même temps, exactement comme l'impermanence d'une tasse. Quand la tasse est cassée, son impermanence cesse. Mhm. Ouais. Alors, des mêmes substances simultanées, est-ce qu'elles peuvent avoir des conditions souveraines, pas les mêmes? Alors c'est là où la question va être extrêmement importante. Une fois qu'on a bien compris ce que veut dire une même substance simultanée, en effet, la question de Dominique nous brûle les lèvres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux la Bernard, répéter, très s'il te plaît? convaincu. La question? Si elles sont mêmes substances simultanées, est-ce qu'elles peuvent avoir comment on appelle ça, des trucs, des facultés non Les communes conditions différentes? souveraines. Des- Les conditions dominantes, distinctes ou pas? C'est ça qui va faire la question euh, extrêmement importante. Oui, Je veux dire, je croyais qu'une autoperception, c'était une conscience. oui. Donc, c'est mental. Donc, Alors, la c'est ce que va... faculté, elle est. Parce non, qu'il y a c'est pas- des degrés, non? Dans la conscience mentale. Oui, il y a des degrés, exactement. Donc là, on pourrait dire que la perception directe yogique est une conscience mentale vraiment spécifique. Elle est vraiment très élevée. Mais son autocognition, en effet, si on dit qu'elle est mentale, ça pourrait jouer. D'une certaine manière, oui. Mais le problème, c'est que une perception directe yogique a pour condition dominante Ah, oui, un oui. samadhi. Hmm. Un samadhi, oui. Et donc, est-ce que l'autocognition qui en fait l'expérience a aussi une condition dominante qui est un samadhi? Dans ce cas-là, l'autocognition serait nécessairement une perception yogique. D'accord. C'est Ça pose D'accord. question. Ça Carrément. pose question. Ouais, si on dit, par exemple, pour une conscience visuelle, par exemple, une conscience visuelle qui fait l'expérience d'une fleur, ouais, ou qui appréhende du bleu. Cette conscience visuelle, elle a une autocognition. Oui. Oui. Et donc, l'autocognition qui fait l'expérience de cette conscience visuelle, elle naît en même temps que cette conscience visuelle. Hmm. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait débattre en disant, eh bien, sa condition dominante est nécessairement une faculté physique, Ouais, c'est ça. visuelle. Et donc, cette autocognition devient du coup une conscience visuelle. Donc, en fait, il peut y avoir deux conditions dominantes différentes pour l'autocognition et la perception directe, alors. Alors, elle pose question parce que justement, c'est ce que va dire la Rinpoche par la suite. Il dira que la condition dominante, alors il le dit par la suite, mais on va pas vous spoiler la suite du roman, mais il dit à la page 98, en bas du deuxième passage, paragraphe, où il dit: Et la condition dominante non commune de l'autoperception qui en fait l'expérience a pour condition dominante non commune une faculté mentale. Hmm. Mais quelle est cette faculté mentale? Est-ce que c'est la conscience mentale elle-même qui est en train de réaliser un non-soi? Dans ce cas-là, vu que c'est une condition, elle doit exister avant l'autoperception. C'est la faculté mentale du mental direct. Oui,
Et ben, cette faculté mentale du mental direct, si ce mental direct, cette cognition yogique directe, elle-même, c'est une condition mentale, une conscience mentale, qui devient la condition dominante de l'autoperception, elle doit exister avant l'autoperception. Parce qu'une condition doit exister avant son effet. Donc ça veut dire que le premier moment d'une perception yogique directe serait en effet la condition dominante de l'autocognition qui en fait l'expérience, et ce premier moment lui-même n'aurait pas d'autocognition, puisque c'est la cause de l'autocognition. Ah ouais, ouais, ouais. Oh là là, ça pose question. Je vois plein de points d'interrogation dans les pupilles de Sabine. Ah ouais, là, Et alors, elle est résolue cette question ou pas? Alors, Ils ont supprimé l'autocognition. exactement. La seule solution, c'est de supprimer l'autocognition. Comme les Prasangika, finalement, ils sont moins chiés. Exactement. Donc, on va essayer de suivre le déroulement du raisonnement de la Rinpoché. Peut-être que ça va supprimer les points d'interrogation dans les pupilles de tout le monde. Et dans les miennes aussi. Ouais. OK. Très bien, donc on va reprendre ce bas de la page 97. Ouais. Une cognition directe autocognitive, donc une autocognition directe, ouais, c'est pareil, faisant l'expérience d'une perception directe yogique, et cette perception yogique elle-même sont établies en dépendance d'un même ensemble causal. Donc ça veut dire qu'elles sont une même substance simultanée. Ouais. Et donc ont les mêmes causes. Puisque ce qui est la cause de l'une est la cause de l'autre, et inversement. OK. Ouais, ça veut dire que la cause de la tasse, les causes de la tasse sont les causes de son impermanence. Et les causes de l'impermanence de la tasse sont les causes de la tasse aussi. Ouais, c'est un petit peu le même principe. OK. Puisqu'une perception directe yogique est produite en dépendance d'un samadhi, une absorption méditative, qui est l'union de shamatha et de vipassana, et qui est devenue sa condition dominante non commune, l'auto-perception qui en fait l'expérience est donc aussi produite en dépendance de ce même samadhi. Ouais. Et donc cette auto-perception correspond alors à la définition d'une perception directe yogique. Si on dit que l'autocognition qui fait l'expérience d'une perception yogique est produite en dépendance d'une condition dominante qui est un samadhi, eh ben, elle correspond à la définition d'une perception yogique. Et donc cette autocognition devient du coup une perception yogique. Sauf que ce n'est pas une cognition transcendante, l'autocognition. Exactement, parce qu'elle ne fait pas, elle n'a pas pour objet le non-soi lui-même, elle a pour objet la conscience mentale qui fait l'expérience du non-soi. Exactement. Ça, c'est un très bon argument. Un excellent argument. Exactement. Très bien. Et donc, en effet, du coup, et donc dans ce cas, les perceptions directes yogiques devraient inclure certaines autocognitions. Ouais. Et donc, si on met de côté l'argument donné par Dominique. Ouais. Et donc, entre parenthèses, dit la Rinpoché, puisque cela est absurde, le terme hétérocognition est ajouté à la définition d'une perception yogique pour écarter les autocognitions. Voilà, voilà. Mais en effet, Dominique a tout à fait raison. On pourrait dire, bah, c'est pas la peine, puisque l'autocognition ne fait jamais l'expérience du non-soi. C'est impossible. Ouais, elle fait toujours l'expérience d'une conscience elle-même. Ouais. Et donc, cette conscience peut appréhender le non-soi ou pas. Mais elle, de toute façon, l'autocognition elle-même, même si elle est produite en dépendance d'une absorption méditative, elle-même ne fait pas l'expérience du non-soi, ne fait pas l'expérience de l'impermanence subtile. C'est impossible, une autocognition, ça n'entre pas dans son champ d'investigation, dans son champ cognitif. Le non-soi, l'impermanence, rien de cela n'entre dans son champ cognitif. Ce qui entre dans le champ cognitif d'une autocognition est uniquement une conscience. Ouais, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Mais on pourrait dire, ok, très bien. On pourrait donner un contre-argument. On pourrait dire une perception directe yogique qui fait l'expérience de l'impermanence subtile d'une conscience. Elle appréhende une conscience. Ouais. Ok. Non, Très mais bien. dire Oui. hétérocognition, c'est bien, je trouve, parce que ça permet déjà de, voilà, Oui. faire un premier tri, quoi. Oui, exactement. Donc c'est pourquoi Yongzin Pulbochok dit attention, oui, l'autocognition qui fait l'expérience d'une perception yogique, elle est née en dépendance d'un samadhi, en effet, mais ce n'est pas une perception yogique. Et donc pour la distinguer de la perception yogique, on dira on dira que la perception yogique est une hétérocognition. Ce n'est pas une autocognition. Ouais, ça joue?
Et D'accord. alors, pourquoi les autres, ils n'ont pas dit hétérocognition? Alors justement, c'est ce qu'on va voir là. Donc, à la page 98, pourtant, l'idée visée par un autre texte, ainsi que celle de Jamyang Shepa dans son Lorik Tache, ouais, celui qu'on étudie à Drepung, qui avait été commenté par le vénérable Tok Rinpoche au Salève, et donc Jamyang Shepa et d'autres encore, et qu'une telle élimination explicite n'est pas nécessaire. Oui, ils vont dire, il n'y a pas besoin de mettre hétérocognition. Ils vont expliquer pourquoi. Car quand bien même une perception directe yogique et l'autocognition qui en fait l'expérience ont les mêmes causes, cela n'implique pas qu'elles aient la même condition dominante non commune. C'est vrai. Ouais. Une autoperception qui fait l'expérience d'une perception directe yogique ne survient pas par le pouvoir de la méditation, ne résulte pas de la force d'une absorption méditative qui est l'union du calme mental et de la vision supérieure, mais survient de façon secondaire. Ouais. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez la tasse et son impermanence, la terre ou l'argile qui aura été la cause substantielle de la tasse, est-ce que c'est la cause substantielle de l'impermanence de la tasse? On peut dire que l'argile, elle a l'impermanence aussi, comme... Oui, C'est comme si différents niveaux de cause, en fait. Elles étaient les unes après les autres, en fait. Il y en a une qui dépend de l'autre. Et la Ouais. cause principale, c'est l'argile. Et parce qu'il y a l'argile, après, il y aura l'impermanence. Enfin, la oui, création. Oui, mais Enfin, l'argile comment elle-même... dire, c'est en cascade, en fait. oui. Oui, c'est en cascade. Oui, c'est le même principe ici quand il dit que ça survient de façon secondaire, ça survient en cascade. C'est le même principe, exactement, tout à fait, Sabine. Donc ça veut dire que si on se pose cette question-là, se dire est-ce que l'argile est la cause substantielle de la tasse en argile? Oui. Ouais, parce que l'entité même de l'argile va se transformer pour donner l'entité de la tasse en argile. Mais est-ce que l'argile est la cause substantielle de l'impermanence, qui est un facteur composé non associé? Mais non, puisque c'est ni forme, ni conscience composée non associée. Donc, ça peut pas être l'argile. Ouais, Mais l'argile exactement. est Donc, impermanente quand même. voilà, on dira l'impermanence de l'argile pourrait d'une certaine manière créer l'impermanence de la tasse. Ouais. Et comme l'impermanence de l'argile, elle est complètement pas dissociable de l'argile, Oui, exactement. C'est pourquoi on parle d'un ensemble causal. Oui, en sanskrit, hetu samagri. Hetu samagri, ça veut dire un ensemble causal. Ouais, c'est toujours un ensemble causal qui engendre un effet qui lui-même comprend plusieurs effets d'une certaine manière, ou plusieurs parties. Ouais. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Vous avez l'argile qui ne peut pas être dissociée de son impermanence. Et donc, qui va engendrer la tasse qui ne peut pas non plus être dissociée de son impermanence. Donc, un ensemble causal donne cette tasse qui est impermanente, mais ce n'est pas l'argile elle-même qui est la cause substantielle de l'impermanence de la tasse. Ce sera plutôt l'impermanence de l'argile, d'une certaine manière. On pourrait débattre comme ça. Mais certains l'ont fait. Ce serait tout à fait possible. Ok, et donc c'est là où il dit en effet la condition dominante non commune de la perception directe sensorielle. Où est-ce que je suis là? De façon secondaire, ouais, c'est où? C'était où là? Ah oui, ok, de façon secondaire. Ok, elle survient simplement en même temps que la perception directe yogique et ne peut donc être dite avoir la même condition dominante non commune. C'est pas parce qu'elle survient en même temps qu'elle a la même condition dominante. C'est ce qu'on disait par rapport à la conscience visuelle. La conscience visuelle, elle a une autoperception. Ouais, mais l'autoperception elle-même ne peut pas être dite survenir en dépendance d'une condition dominante physique, une faculté physique. Ouais. Sinon, ça contredirait ce que dit Geshe Jampel Sampel à la page d'après, en disant que les autocognitions sont des cognitions mentales. Ouais. Si on disait que l'autocognition qui fait l'expérience de conscience visuelle est née en dépendance de cette condition dominante qui est une faculté physique, cette autocognition devrait nécessairement être une conscience sensorielle. oui. Et ce n'est pas le cas, Mm. dans ce contexte-là en tout cas. Ok. Et donc, de la même manière, une perception directe sensorielle appréhendant une forme et l'autoperception qui en fait l'expérience possèdent le même ensemble de causes, mais ont des conditions dominantes non communes différentes. Ouais, c'est le même principe que ce qu'on vient de dire. La conscience visuelle et l'autocognition qui en fait l'expérience sont nées d'un même ensemble causal, mais ont des conditions dominantes différentes. Mm. Ouais, bravo.
La condition dominante non commune de la perception directe sensorielle est une faculté sensorielle physique, une faculté visuelle. Là, tout va bien. Et la condition dominante non commune de l'autoperception, qui en fait l'expérience, a pour condition dominante non commune une faculté mentale. Et donc, quelle est-elle? Quelle est cette faculté mentale? C'est la condition dominante non commune de la mentale directe. Alors, en fait, si c'était le cas, ça voudrait dire que on serait en train de parler d'une autocognition qui fait l'expérience d'une cognition mentale directe. Mais là, il parle d'une autocognition qui fait l'expérience d'une conscience visuelle. Ouais, qui coexiste ou qui est simultanée à cette conscience visuelle. Oui, mais c'est ce moment de mental direct, non? C'est pas le moment mental direct qui suit la perception visuelle. Alors là, il n'est pas encore à ce moment-là, ouais. Ça veut dire que là, vous avez la conscience visuelle qui appréhende du bleu et vous avez une autocognition qui en fait l'expérience. Ouais, il s'agit de ce contexte-là, ouais. Oui. Il ne s'agit pas encore de la perception mentale directe qui va suivre ce train de perception sensorielle directe. Ouais. Là, on n'est pas encore à ce niveau-là. On n'en est encore qu'au début, là où on a une conscience visuelle qui appréhende du bleu, et vous avez nécessairement l'autocognition qui est simultanée à cette conscience visuelle, mais quelle est sa condition dominante à ce moment-là, à cette autoperception? Si on dit que c'est une faculté mentale, quelle serait-elle? Si on dit que cette faculté mentale est la conscience visuelle elle-même, c'est-à-dire que le premier moment de conscience visuelle n'a pas d'autocognition, puisque c'est la cause de l'autocognition. Une cause doit précéder son effet. Oui, c'est insoluble. C'est tout. C'est la question que personnellement j'ai. C'est la poule et l'œuf, ce truc-là, c'est pas possible. Mais nos conditions mentales, elles sont quand même toujours présentes. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on peut avoir une perception visuelle et qu'en arrière, enfin, comment dire, dans l'ombre, en fait, on ait cette condition mentale qui perçoit, enfin, qui soit là quand même, en fait. Okay. Parce que quand on dort, on n'a plus nos perceptions sensorielles, on a toujours nos conditions mentales. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, si on disait qu'en effet, cette conscience mentale qui est là serait la condition dominante de l'autoperception qui fait l'expérience de la conscience visuelle, ça veut dire que cette conscience mentale qui est là, elle-même, elle ne serait pas la condition de sa propre autocognition. Elle serait la condition de l'autocognition qui fait l'expérience de conscience visuelle. Oui, non. Ça pose question. Ouais, parce que c'est ce qu'on avait vu précédemment par rapport à cette production alternée, production en 3, des 3 genres, etc. Ouais, pour la perception visuelle qui fait l'expérience du bleu, vous avez la conscience mentale qui fait l'expérience de ce bleu, et vous avez l'autocognition. Et une autocognition pour chacune des deux. Une autocognition pour la conscience visuelle et une autocognition pour la conscience mentale directe. Ouais. Et donc, ça poserait question si on disait que la conscience mentale directe était la faculté en dépendance de laquelle l'autocognition fait l'expérience de la conscience visuelle. Ça poserait question. Ça voudrait dire que cette conscience mentale, d'autant plus que cette conscience mentale, telle qu'on l'accepte ici, chez nous, ici, chez les Gelugpa qui interprètent le Sautrantika, elle vient à la suite du train de perception sensorielle. Donc bien après que l'autocognition fasse l'expérience de la conscience visuelle, bien après. Moi, je propose qu'on passe au Prasangika tout de suite. Et donc pour le Prasangika, il n'y a pas d'autocognition. C'est ça. Et donc justement, on va voir des trucs aussi un peu croustillants par la suite. Donc en bas de la page 98, puisque les phénomènes en question peuvent avoir les mêmes causes sans avoir nécessairement la même condition dominante non commune, il n'y a pas à poser comme condition dominante non commune de l'auto-perception qui fait l'expérience d'une perception directe yogique une absorption méditative, qui est l'union de shamatha et de vipassana. On n'a pas besoin de dire ça. On n'a pas besoin de dire que l'autocognition qui fait l'expérience de la perception directe yogique serait survenue en dépendance d'une condition dominante non commune qui serait ce samadhi. Ouais, elle est née en dépendance de l'ensemble causal qui a produit cette perception directe yogique, mais non pas les deux les mêmes conditions dominantes. Ouais, ce n'est pas parce que c'est le même ensemble causal que ce sont les mêmes conditions dominantes. C'est comme ça que ce sera expliqué. Ouais.
pour essayer de régler le problème. Mais ça pose toujours question. Parce que les Sotrantika, ils ont l'aspect ou pas? Non, ils n'ont pas l'aspect. Nécessairement, puisque l'autocognition, c'est une partie de l'aspect, c'est l'aspect appréhendant. Ouais. Ah, c'est ça. Donc pourquoi on ne dit pas que c'est en dépendance de l'aspect à ce moment-là? Oui, tout à fait. Mais cet aspect lui-même, l'aspect, ça pourrait poser question. Parce D'accord. que pour on pourrait dire que, en effet, ça pourrait poser question. Par exemple, on verra que, on l'a déjà vu, mais on peut le revoir, c'est que la perception directe yogique qui réalise le non-soi, elle le réalise implicitement. Vous êtes d'accord? Ça, oui, c'est ça. Oui, Et mais donc, si c'est implicite, ça n'engendre pas d'aspect. ouais, ça n'engendre pas. Mais il y a un aspect qui implique que c'est implicite quand même. Oui, exactement. C'est-à-dire l'aspect qui sera généré dans la conscience yogique qui appréhende le non-soi, l'aspect va être engendré par les agrégats. Voilà. Oui. Et donc, les agrégats vont engendrer un aspect à la conscience yogique, et donc cette perception yogique va réaliser explicitement les agrégats, et implicitement va réaliser le non-soi dans les agrégats. Ouais, donc il y aura quand même un aspect, l'aspect projeté par les agrégats eux-mêmes. Ouais. Et l'aspect appréhendant, ce sera l'autocognition. Ouais. Donc il y a toujours un aspect d'une certaine manière. On pourrait dire que si c'est une... Il y a l'aspect si- négatif, quoi. Je veux dire, si cet Hein? aspect s'il y a l'aspect en négatif, si cet aspect est comme ça, c'est donc qu'il y a un non-soi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça. C'est l'aspect en Oui, négatif, en quoi. fait, oui, ce sera réalisé implicitement. Le non-soi sera réalisé implicitement. Parce que pour les Sautrantika, si c'est permanent, ça ne peut pas apparaître à une perception directe. Mais ça peut être réalisé par une perception directe. Et donc, si c'est réalisé mais que ça n'apparaît pas, c'est réalisé implicitement. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Waouh, magnifique. Oh là 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 là, vous êtes au taquet. De sorte qu'il n'est pas besoin, donc comme termine Lati Rinpoche, de sorte qu'il n'est pas besoin de spécifier hétérocognition dans la définition d'une perception directe yogique dans l'intention d'exclure les autocognitions, et que la définition de Geshe Jampel Sampel est correcte telle qu'elle est exprimée. Donc, ça veut dire que Yongzin Pulbuchok aurait pu se passer de parler d'hétérocognition, mais il le fait pour éviter une erreur supplémentaire, parce que certaines définitions sont là pour contrecarrer certaines vues fausses. Non, Ouais. il est bien pour Boutchak, il est bien. Il est super. Et c'est là qu'on va entrer. Alors là, c'était quand même assez complexe, mais on verra ce soir des débats entre une même substance, une même entité, etc., etc. On reviendra là-dessus parce que c'est vraiment primordial pour bien comprendre les textes classiques en général, l'auric aussi en particulier, les tantras. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'applications dans le lamrim aussi. Ok. Lorsque les perceptions directes yogiques sont divisées, elles sont au nombre de 3. On avait dit 2. Oui, on Qu'est-ce avait qui se dit qu'elle passe? mais parce qu'il y a ne l'autoperception pouvait pas dedans. être inattentive. Oui, mais il y a Exactement. l'autoperception. Oui, bah oui, mais l'autoperception ne fait pas partie des perceptions directes yogiques. Non, on avait dit juste subséquente et directe. Parce qu'elles Oui, sont mais ouais, parce que les autoperceptions sont autocognitives et les perceptions directes yogiques sont hétérocognitives. Donc les autocognitions ne peuvent pas être incluses dedans. D'où la définition donnée par Yonzib pour le Butchok. Très bien, ce mec. Et donc, et donc là, il y a une division en 3. Pourquoi? Par rapport au support qui possède cette perception yogique. De quelle personne s'agit-il? Ouais. Par exemple, on pourrait dire que, OK, chez les êtres, chez les personnes, il y a des perceptions yogiques qui sont possédées par des non-bouddhas et par des bouddhas. Donc ça pourrait être une division en 2. Ouais, vous avez les perceptions yogiques des non-bouddhas et les perceptions yogiques des bouddhas. Donc ça donne une division en 2. Vous pourriez dire qu'il y a les perceptions yogiques des Français, des Suisses, des Belges, etc. Donc vous pourriez avoir une division en 3, en 4, en 5, en 1000, etc. Ouais, donc là, c'est en fonction des personnes qui possèdent ces perceptions yogiques. Et là, le Bouddha a enseigné 3 voies. Ouais, c'est ce qu'on étudie dans la Bisamaya Lamkara. Ouais. Allons-y. Et donc, c'est ce que dit ici le texte. Lorsque les perceptions directes yogiques sont divisées, elles sont au nombre de 3. Celles des Shravaka, les auditeurs. Voilà. Celles des Pratika Buddha, ouais, les réalisateurs solitaires. Et celles des Mahayanistes. Ok, les auditeurs, pourquoi? Parce qu'ils écoutent l'enseignement du Bouddha.
ils essaient de le réaliser et ils l'enseignent aux autres. Ouais, donc et surtout, ils l'écoutent. Donc, ils sont très proches de cette pratique d'écoute. Ensuite, les réalisateurs solitaires. Ensuite, quand on dit Pratyeka Buddha, en fait, en tibétain, on devrait traduire par Rang Sangye. Ouais, parce que Bouddha, en sanskrit, ça donne Sangye en tibétain. Mais ici, c'est Rangyel. Et donc, en sanskrit, ça devrait être Swajina. Swajina, ça veut dire Rangyel, en effet. Et on trouve ce terme dans des textes classiques. Quand on parle des Pratyeka Buddha, on dit aussi Swajina. Rangyel, un vainqueur par lui-même. Ouais. Et donc, c'est plutôt la traduction tibétaine de Swajina quand on dit Rangyel, mais ça revient à dire Pratyeka Buddha. C'est juste un petit détail lexical. Et ensuite, un autre détail lexical. Ici, quand on parle des Mahayanistes, de qui est-ce qu'on parle? Les bodhisattvas, Des Bodhisattvas, uniquement des Bodhisattvas? le Bouddha aussi, enfin. Oui, pourquoi? Parce que quand on parle des voies Mahayanistes, est-ce qu'on parle uniquement des Bodhisattvas? Il faut avoir la motivation. Donc, il faut avoir la motivation plus le renoncement, donc je vois pas. La bodhisattva, c'est la porte d'entrée du Mahayana. Tout à fait. Exactement. Exactement. Et donc, combien y a-t-il de voies? 5. Mais alors, c'est même ceux qui aspirent, c'est ça que tu veux dire, même quand on n'est pas devenu véritablement un bodhisattva, si apparemment on aspire à avoir cette bodhicitta, on est dedans? Non, pas encore. Bon, Et donc, ça veut dire qu'on a les voies d'accumulation, de préparation, de vision, de méditation et au-delà de l'apprentissage. Ouais. OK. Et donc, ça veut dire que ces 5 voies peuvent être divisées en 2. Les voies des apprentis et les voies des non-apprentis. Ouais. Les apprentis concernent uniquement les bodhisattvas et les non-apprentis concernent les Bouddhas. Les Bouddhas n'ont plus rien à apprendre. Donc, ça veut dire que les voies mahayanistes comprennent les bodhisattvas et les Bouddhas. Parce que la dernière voie mahayaniste, c'est la voie des Bouddhas, non? Oui. Ouais, bravo! Et donc, quand on dit mahayaniste, ça inclut les deux, bodhisattva et Bouddha. Par contre, si on dit le bodhisattva yana, par exemple, ça pose plus question. Si on dit le véhicule des bodhisattvas, ça veut dire qu'on exclurait nécessairement la dernière voie, la voie des Bouddhas. Parce qu'un bodhisattva n'est nécessairement pas un Bouddha. D'accord. Ouais. Donc, mahayaniste, c'est plus englobant. Mhm. Et le Bouddha, il est après la voie des apprentissages, au-delà des apprentissages, c'est quand il est à la fin de cette voie qu'il devient Bouddha. Donc en fait, il Oui. sort du chemin, en fait, c'est ça? Tout à fait. En fait, il est toujours sur une voie parce que c'est toujours, on dira littéralement Ashaiksha Margaha. Et donc, Ashaiksha Margaha, ça veut dire la voie des non-apprentis. Et donc, un Bouddha est sur une voie, mais une voie de Bouddha, en fait, tout simplement. Ouais. Mais une voie d'un non-apprenti. Il est arrivé à la destination finale. Ouais, il n'a plus à faire le voyage. C'est super, ça. Ok, et donc en effet, il y a ces 3 types de perceptions yogiques. On pourrait dire 4 types de perceptions yogiques. Celle des Shravaka, Arya, celle des Arya Pratyeka Buddha, celle des Arya Bodhisattva et celle des Arya Buddha. Ouais, ça pourrait donner 4 types de perceptions yogiques. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, mais quand on inclut les Arya Bodhisattva et les Arya Buddha en un seul groupe, on dira des Arya Mahayanistes. D'accord. Bravo, 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 c'est magnifique ça. Très bien, cette division est effectuée du point de vue de la base ou le support, ouais, littéralement le support, ten en tibétain. Ouais, la personne qui en est le support. Si ces mêmes perceptions sont divisées du point de vue de leur nature, on parle de celle de la voie de vision, de la méditation et au-delà de l'apprentissage, ouais, parce que parmi les 5 voies, 3 sont les voies des Aryas. Mhm. Ouais, bravo. Et donc, en général, quand on dit une voie d'un Arya, ça revient à dire une vraie voie. Ouais, parmi les 4 nobles vérités. Ouais. Parmi les 4 nobles vérités, vous avez les vraies souffrances, les vraies origines, les vraies cessations et les vraies voies. C'est une différence entre voie et vraie voie. Une vraie voie concerne principalement concerne les voies des Aryas, uniquement les voies des Aryas. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ouais, c'est magnifique ça. C'est très important ça. Ouais, pour comprendre comment est-ce qu'on procède dans le Lamrim, on procède comme étant un être ordinaire, puis un être ordinaire qui a plus de bouteilles dans le Dharma, qui essaye de réunir sa vie mondaine avec la vie spirituelle et de faire en sorte que les deux ne soient plus qu'un seul et même courant dans son continuum.
et progressivement sortir de l'état mondain, parce que le monde, ça veut dire ce qui n'est pas un arya, ou ce qui n'est pas une conscience d'un arya. Ouais. Et donc on finit par se décontaminer progressivement, et donc d'avoir un continuum d'agrégats qui finit par être décontaminé, et donc qui finit par devenir totalement pur et parfait. Ouais, et donc on obtient l'état de Bouddha, finalement, pour le bien de tous les êtres. Ouais, c'est génial ça. C'est vraiment super. Très bien. Ok. Et donc, en effet, il y a les voies de vision, de méditation et des non-apprentis, ouais, au-delà de l'apprentissage. Très bien. Divisés sous l'angle de leurs aspects, il y en aurait 16, parce que là, on est chez les Sautrantika. Ouais, chez les Sautrantika, ce que doivent à tout prix réaliser les êtres, et surtout, on pourrait dire, d'une certaine manière, oui, parce que chez les Sautrantika, ils ne vont pas accepter nécessairement le Mahayana comme étant la parole du Bouddha. Ouais. Et donc les Sautrantika vont dire qu'en effet, ils vont proposer ces voies des Shravakas, des Pratyeka Bouddha et des Mahayanistes, ils vont les proposer aussi, mais ils diront que ce qui permet d'accomplir cela, c'est la réalisation de la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, ce sont les 4 nobles vérités et leurs 16 aspects. C'est ça, voilà. Ouais. Et donc, il y a des débats là-dessus. Par exemple, dans le Jupta Rinchen Trawa de Kuncha Jime Wangpo, ouais, celui qu'on étudiait aussi avec Vénérable Otok Rinpoche. Donc, c'est les écoles philosophiques de Drepung Gomang. Il y a cette mention pour les Vaibhashika. Ouais, pour les Vaibhashika, certains vont considérer que soit on réalise les 16 aspects ensemble, soudainement, soit progressivement. Littéralement, dans le texte, ils vont dire Ra Sambar Droa Shindu, comme une chèvre qui est en train de passer sur un pont en bois. Ça veut dire que vous passez une latte, puis une deuxième latte, puis une troisième latte, etc. Ra Sambar Droa Shindu, j'adore cette licence poétique. Et donc, ça veut dire que vous passez un aspect, puis vous réalisez un deuxième, puis un troisième, etc., etc. Et certains vont dire vous pouvez réaliser les 16 aspects en même temps. Ouais, ok. Ici, chez les Sautrantika, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on réalise en même temps? Je pense pas. En général, c'est plutôt progressif d'une certaine manière. Mais après, il faudrait vérifier dans les textes, ouais, sur les terres et les voies. Très bien, donc les 16 aspects, oh là là, les 16 aspects. Comment est-ce qu'on les subdivise? Comment est-ce qu'on les divise? Est-ce que c'est 3 x 4? Ah ben non, ça fait 12. Ça, c'est 4 x 4. Est-ce que c'est 8 et 8? Ou est-ce que c'est 9 et 7? Comment est-ce qu'on les divise? Il y a 4 aspects pour chaque vérité déjà. Oui, 4 x 4, bravo. 4 x 4, donc ça veut dire que chaque noble vérité va avoir 16 aspects. Donc déjà, quand on parle des nobles vérités, c'est intéressant parce que si vous avez déjà lu le texte de Geshe Tashi Tsering, c'est les 4 vérités des nobles Aryas. Oui, et donc pourquoi ça pose question? On dira que pour les non-prasangika, oui, on peut dire les choses comme ça. Pour les non-prasangika, pour réaliser les aspects des 4 nobles vérités, pour les réaliser directement, il faut avoir une réalisation yogique. Et une réalisation yogique, c'est dans le continuum d'un arya, ici, chez nous, ouais, chez les Sautrantika. Par contre, chez les prasangika, une réalisation yogique directe, une perception directe yogique, n'est pas nécessairement dans le continuum d'un arya. Et donc, c'est pourquoi, pour les prasangika, il n'y a pas besoin de dire les 4 vérités des nobles aryas. Ouais. Si elles sont présentées telles quelles ici, pour un prasangika, il n'y a pas besoin d'être un noble ou un arya pour réaliser l'impermanence subtile, par exemple. Il n'y a pas besoin d'être un arya même pour réaliser le non-soi grossier de la personne. Donc ça, on verra ça plus en détail la fois prochaine. Et ce sera quand? Je vous donnerai les dates. Le 29 mars. C'est le 29 mars, merci beaucoup, super. Donc le 29 mars, on pourra regarder plus en détail tout ça, mais sans aller trop dans les détails. Et je vous mettrai sous la vidéo les 16 aspects des 4 nobles vérités, et puis aussi les définitions des 3 conditions. Conditions, parce que je voulais qu'on les voit ensemble aujourd'hui, les définitions des 3 conditions données par Yonzin Purvuchok, mais je vous les remettrai sous la vidéo, et comme ça, vous pourrez consulter tout ça à tête reposée, et à ce soir pour les débats, pour ceux qui viennent. Merci beaucoup, c'était super, bravo. Bravo, bravo. Excellente journée. Merci à tous. Ciao. Salut.